Alors, bienvenue, aujourd'hui, on va plonger, littéralement, sous nos pieds pour explorer une ressource aussi invisible qu'essentielle, les eaux souterraines. C'est tout un monde caché, immense et, on va le voir, absolument crucial pour la vie sur notre planète. Quand on regarde la Terre depuis l'espace, l'image est saisissante, n'est-ce pas? Une magnifique bille bleue. On se dit « Waouh, de l'eau, il y en a partout ». On a cette impression d'une abondance quasi infinie. Mais attention, cette première impression, eh bien, elle est un peu trompeuse. Et pour cause, si on fait le calcul, on se rend compte que plus de 97% de toute cette eau est salée. Donc impossible de la boire ou de l'utiliser pour faire pousser nos aliments. Ce qui nous laisse à peine 3% d'eau douce. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que sur ces fameux 3%, la plus grande partie est en fait gelée. Elle est piégée dans les glaciers, les calottes polaires, bref, pas super accessible. La vraie question, la question qui change tout, c'est où se trouve le reste, l'eau douce qui est liquide et qu'on peut utiliser? Eh bien la réponse, elle est juste là, sous nos pieds. Alors pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut revenir à la base, au moteur de la machine, le grand cycle de l'eau. C'est lui qui distribue les cartes si on veut. Alors, imaginez la pluie qui tombe. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, en gros, il y a 3 chemins possibles. La plus grande partie, à peu près 65%, repart quasi direct dans l'atmosphère, c'est l'évaporation. Ensuite, environ 24% va ruisseler en surface pour aller remplir les rivières et les lacs. Mais c'est le reste, les petits 11% qui restent, qui vont nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Oui, cette petite fraction, ces 11%, elle ne repart pas vers le ciel et elle ne reste pas en surface. Non, elle choisit un tout autre chemin. Elle commence un long, très long voyage vers les profondeurs en s'infiltrant doucement dans le sol. Et c'est justement ce chemin qu'on va suivre. On va accompagner une goutte d'eau dans sa descente. C'est un peu comme un voyage au centre de la Terre, version hydrologique. Au début de son voyage, notre goutte traverse ce qu'on appelle la zone non saturée. Pour se faire une idée, c'est comme une éponge qui est juste humide. Il y a de l'eau, mais il y a aussi de l'air dans les petits trous. Puis, en continuant de descendre, elle arrive enfin dans la zone saturée. Et là, changement de décor. L'éponge est complètement pleine. Chaque millimètre cube est rempli d'eau. Ça y est, on est au cœur de la nappe phréatique. Mais attention, ce voyage n'est pas une ligne droite. Tout dépend du terrain traversé. C'est la nature du sol et de la roche qui va jouer le rôle de chef d'orchestre. Grosso modo, il y a 2 types de parcours. D'un côté, on a les milieux poreux. Pensez à du sable ou du gravier. L'eau là-dedans, elle doit se faufiler lentement, grain par grain. C'est un peu les routes de campagne. Et de l'autre côté, on a les milieux fracturés, comme du granit fissuré. Là, c'est tout le contraire. L'eau s'engouffre dans les fissures, de vraies autoroutes souterraines où elle peut se déplacer beaucoup plus vite. Et toute cette eau qui circule, qui s'infiltre, elle finit bien par s'accumuler quelque part. Elle forme d'immenses réservoirs naturels. Et ces réservoirs, ces éponges géologiques géantes, portent un nom. Les aquifères. Voilà, le mot à retenir, c'est aquifère. Et attention, il faut tout de suite chasser de son esprit l'image d'un grand lac souterrain. Non. Un aquifère, c'est beaucoup plus subtil. C'est une formation géologique, du sable, du gravier, de la roche poreuse, qui est imbibée d'eau, un peu comme une éponge. Elle stocke l'eau, mais surtout, elle la laisse circuler, ce qui permet ensuite de la pomper via un puits. Regardez cette coupe géologique, c'est fascinant. Ça montre bien qu'il n'y a pas un type d'aquifère, mais une incroyable diversité. Ça peut être du sable, du calcaire, des roches fracturées. On voit bien que ce n'est pas une simple couche bien plate. C'est un empilement complexe, un vrai millefeuille, où chaque couche a ses propres caractéristiques, sa propre façon de stocker et de laisser passer l'eau. Mais malgré toute cette complexité, on peut quand même les ranger dans 2 grandes catégories. Et ce qui les différencie, c'est assez simple au fond, c'est leur lien avec la surface. Sont-ils ouverts vers le ciel ou sont-ils couverts? Alors voilà, les 2 grandes familles. D'un côté, on a ce qu'on appelle les aquifères libres. C'est la fameuse nappe phréatique. Elle est directement sous la surface et elle se recharge facilement avec la pluie qui s'infiltre. De l'autre côté, on trouve les aquifères captifs. Eux, ils sont comme pris en sandwich entre 2 couches imperméables, une sorte de toit et de plancher. L'eau y est stockée sous pression. Le schéma ici est très parlant. Voyez à gauche l'aquifère libre. Son niveau d'eau, la ligne bleue, peut monter et descendre, un peu comme le niveau d'une baignoire en fonction des pluies. À droite, c'est l'aquifère captif. Il est coincé, sous pression. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on perce la couche du dessus avec un forage, la pression est telle que l'eau peut remonter toute seule et même jaillir. C'est le principe du puits artésien. Bon, tout ça c'est bien beau, c'est de la géologie, de l'hydrologie, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien tout simplement parce que cette eau invisible, c'est notre connexion directe à la survie. Cette phrase, elle résume tout. Je la répète, 99% de toute l'eau douce, liquide de la planète. C'est énorme. Ça veut dire que les lacs, les fleuves, tout ce qu'on voit en surface, ce n'est qu'une goutte d'eau, si j'ose dire, par rapport à ce qui se cache sous terre.
Les eaux souterraines, ce n'est pas une option, c'est la réserve stratégique d'eau douce de l'humanité. Pour que ce soit encore plus concret, prenons un chiffre. Celui-ci date un peu, mais il est parlant. Au Maroc, en 2004, la disponibilité en eau était de 691 mètres cubes par personne et par an. Bon, 691, ça ne dit pas grand-chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Eh bien, pour se donner une idée, les Nations Unies ont fixé des seuils. En dessous de 1700 mètres cubes par personne et par an, on parle de stress hydrique. En dessous de 1000, on entre dans la catégorie de la pénurie. Alors, avec 691, on est clairement dans une situation de tension très forte où chaque goutte compte et où la demande risque à tout moment de dépasser les ressources. Et cette tension, justement, elle soulève une question absolument fondamentale. Qu'est-ce qui arrive quand on tire trop sur la corde ? Quand les prélèvements dépassent la capacité de la nature à recharger les stocks. Un cas d'école, c'est celui des aquifères en bord de mer. Dans une situation saine, l'eau douce qui arrive des terres est plus légère que l'eau de mer. Du coup, elle forme une sorte de couche protectrice qui flotte au-dessus de l'eau salée et l'empêche de rentrer dans les terres. C'est un équilibre de force, un équilibre naturel mais très très fragile. Maintenant, imaginez qu'on pompe beaucoup trop dans ce puits d'eau douce. Qu'est-ce qui se passe ? Le niveau de l'eau douce baisse, sa pression diminue et l'équilibre est rompu. L'eau de mer, qui est plus lourde et qui poussait en permanence, gagne la bataille. Elle s'infiltre dans l'aquifère, c'est ce qu'on appelle l'intrusion saline. Et le résultat est catastrophique. Le puits est contaminé par le sel et l'eau devient inutilisable. C'est un dommage souvent irréversible. Cet exemple de l'intrusion saline, il illustre parfaitement le paradoxe de cette ressource. Ce monde invisible sous nos pieds est notre plus grand réservoir d'eau douce, mais il est aussi terriblement vulnérable. Le comprendre, savoir comment il fonctionne, c'est la première étape. C'est ce qu'on a essayé de faire ensemble. Mais la vraie question, celle qui nous concerne tous, c'est l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour protéger ce trésor pour l'avenir ?